La patience de Poutine a éclaté. Des navires brûlent à Odessa, le blackout couvre le sud de l'Ukraine, la guerre pour la Côte Zéro est montée à un nouveau niveau, celui où la Russie a commencé à appliquer les mêmes règles du jeu qu'a imposé Kiev. La nuit du 12 au 13 décembre entrera dans l'histoire de ce conflit comme le moment où l'avertissement symbolique s'est transformé en démonstration réelle de force. La frappe sur les ports d'Odessa et du Danube est devenue la réponse aux attaques ukrainiennes sur les pétroliers russes, et cette réponse s'est avérée si massive que ses conséquences se font sentir non seulement dans la logistique militaire, mais aussi dans la vie quotidienne de millions de personnes dans le sud de l'Ukraine. Nous observons une nouvelle phase de confrontation où la flotte fantôme et le Quad 2 deviennent des cibles aussi légitimes que les objets militaires. Pourquoi Kiev est-il passé aux attaques sur des navires civils sous pavillon étranger? Qu'est-ce qui a forcé la Russie à répondre par une frappe sur l'infrastructure portuaire qu'on essayait longtemps de ne pas toucher? Où mène cette escalade et a-t-elle une limite? Nous voyons l'Ukraine dans un état de groggy, un boxeur qui a encaissé une série de coups durs et porte maintenant des coups désespérés du dernier espoir, tentant de montrer qu'il est encore capable de continuer le combat. Mais l'arbitre Trump compte déjà, et à chaque seconde, il devient de plus en plus évident. Ce match approche de sa fin logique. Qui sème le vent récolte la tempête. Cette sagesse ancienne décrit au mieux ce qui s'est passé ces dernières semaines en mer Noire. L'histoire n'a pas commencé par la frappe russe sur les ports, mais par les attaques ukrainiennes sur les pétroliers russes de la soi-disant flotte fantôme. Comprenons ce que c'est. La Quad 4 HAL, ce sont des navires qui transportent le pétrole russe et les produits pétroliers en contournant les sanctions occidentales. Ils naviguent souvent sous pavillon de pays tiers, Panama, Liberia, Îles Marshall, et appartiennent formellement à des compagnies enregistrées dans des zones offshore. Ces pétroliers sont devenus une artère vitale de l'économie russe, permettant de continuer l'export de ressources énergétiques malgré les tentatives de l'Occident d'étouffer la Russie par les sanctions. Et l'Ukraine a décidé que si on ne peut vaincre la Russie sur le champ de bataille, on peut essayer de frapper son économie à travers ses pétroliers. Les drones marins ont commencé à chasser les navires russes en mer Noire, et non seulement dans les eaux territoriales russes, mais aussi dans les zones neutres, et même dans la zone économique exclusive de la Turquie. Ce dernier point a soulevé des soupçons particulièrement sérieux. L'attaque d'un drone maritime ukrainien sur un pétrolier russe dans les eaux turques suggère une possible opération conjointe des services spéciaux ukrainiens et turcs, ou au minimum que la Turquie fermait les yeux sur l'utilisation de ces eaux pour de telles opérations. Le 2 décembre a retenti l'avertissement de Vladimir Poutine que beaucoup en Occident ont considéré comme un bluff. Si les attaques sur les pétroliers continuent, la Russie examinera la possibilité de mesures de représailles contre les navires des pays aidant l'Ukraine et pourra étendre les frappes sur les ports ukrainiens et les navires qui y entrent. Zelensky n'a pas écouté cet avertissement. Le 11 décembre, des drones marins ukrainiens ont attaqué un autre pétrolier en mer Noire. Kiev comprenait-il qu'il franchissait une ligne rouge? Ou le calcul était-il que la Russie n'oserait pas répondre sur les ports et navires des Alliés, craignant une complication des relations avec les mêmes Turcs ou une panique sur le marché international du transport maritime? Si c'était le calcul, il s'est avéré erroné. Dès le lendemain, la menace a été mise à exécution. La première frappe a été l'attaque sur le navire roulier 5T dans le port d'Odessa. Ce navire turc naviguant officiellement sous pavillon panaméen devait suivre de Turquie vers la ville roumaine de Sulina, petit port terminal dans le delta du Danube, d'où il n'y a pratiquement pas de route normale vers l'intérieur du pays. Mais au lieu de cela, le navire est venu à Odessa et a commencé à décharger. Qu'est-ce qu'un roulier? C'est un navire spécialisé pour le transport de véhicules à roues, camions, bus, tracteurs, matériel militaire. Toute la cargaison sur roues et dans les cales d'un tel navire peuvent entrer de 350 à 420 semi-remorques. Le déchargement se fait très rapidement, en 6 à 8 heures, maximum 24 heures, car les semi-remorques sortent simplement d'elles-mêmes, 2 à 3 véhicules simultanément. Très pratique pour la logistique, surtout militaire. Selon des habitants locaux et des sources à Odessa, ce roulier était un objet de la soi-disant énergie fantôme d'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie?
Le navire transportait des générateurs diesel, essence et gaz de production de la firme turque AKSA, entreprise spécialisée dans l'équipement énergétique. Ces générateurs étaient utilisés pour générer de l'électricité dans les quartiers proches du port d'Odessa, où le système énergétique officiel fonctionne depuis longtemps, avec des interruptions à cause des précédentes frappes russes sur l'énergie. De fait, par le port passait l'approvisionnement énergétique fantôme de la ville, un système alternatif qui permettait de continuer le fonctionnement de l'infrastructure critique malgré la destruction des capacités énergétiques officielles. Et voilà que ce navire a été frappé. Le symbolisme de cette frappe est difficile à surestimer. L'Ukraine frappait les pétroliers russes de la Quad 6 transportant du pétrole. La Russie a répondu par une frappe sur un navire de la Quad 7, ukraino-turc, qui jouait un rôle important dans l'approvisionnement énergétique fantôme d'Odessa. Œil pour œil. Pétrolier pour roulier. Mais ce n'était que le prélude. Dans quelle mesure était-ce un signal à la Turquie que l'aide aux opérations ukrainiennes contre les navires russes peut se retourner en frappe sur les intérêts turcs? Question ouverte. Mais le simple fait qu'on ait choisi précisément un navire turc pour la première frappe en dit long. Et ensuite a commencé la véritable féerie de feu. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, tout le sud de l'Ukraine, région d'Odessa, Mykolaïv, Kherson et Dnipropetrovsk, a subi une attaque de drones et missiles sans précédent par son ampleur. Il ne s'agit pas de quelques cibles, mais de plus de 40 objets frappés pratiquement simultanément. Qu'est-ce qui a été exactement détruit? Des stations de navigation qui assuraient le guidage des navires vers les ports, des bâtiments de gestion des ports et de dispatching, de fait les centres cérébraux de toute l'infrastructure portuaire, des points de contrôle et de stockage des drones marins, ces mêmes bateaux sans pilote avec lesquels l'Ukraine attaquait les pétroliers russes, des stations de ravitaillement pour ces bateaux. De multiples détonations ont retenti dans toute la zone portuaire. Un vétéran du groupe Wagner, se trouvant dans la région, a décrit le tableau ainsi: beaucoup de navires et de bâtiments brûlent. Tout ce qui est alimenté par les ports s'est éteint. Avec eux s'arrêtera toute la partie ingénierie, parcs de grues, système de survie des quais et terminaux de chargement-déchargement. Imaginez l'ampleur. Un port moderne est un organisme très complexe, où tout dépend de l'alimentation électrique. Grues qui transbordent les conteneurs. Feux de navigation et phares. Système de gestion du mouvement des navires. Équipements frigorifiques dans les terminaux. Stations de pompage. Quand tout cela tombe simultanément en panne, le port se transforme en zone morte. Les navires ne peuvent ni entrer, ni sortir, ni décharger. Les conséquences pour la population civile ne se sont pas fait attendre. À Odessa est survenu le blackout. La ville s'est retrouvée sans électricité. Par conséquent, le chauffage s'est coupé, ce qui en décembre est critique. L'approvisionnement en eau s'est arrêté, car les stations de pompage nécessitent de l'énergie électrique. Près des fontaines publiques, sources publiques d'eau potable, se sont formées des files d'attente. Des gens avec des bidons et des seaux, comme au XIXe siècle. Des interruptions massives de lumière ont commencé dans la région de Mykolaïv. Les publics ukrainiens et canaux officiels se taisent principalement sur l'incendie des navires. Évidemment, ils ne veulent pas montrer l'ampleur des dégâts, mais confirment les dommages massifs au port et à l'énergie. Combien de telles frappes l'infrastructure portuaire du sud de l'Ukraine supportera-t-elle avant de perdre complètement sa capacité de fonctionner? Peut-être 3 ou 4, ou peut-être même moins. Mais pourquoi ces ports n'ont-ils pas été touchés si longtemps? Les experts militaires et blogueurs appelaient depuis plus d'un an à s'occuper des ports ukrainiens, soulignant qu'à travers eux passait presque sans problème l'approvisionnement et le renforcement du régime de Kiev en armes, munitions, matériel, ressources pour continuer la guerre. Odessa et les petits ports du Danube, Ismaïl, Reni, Ust-Dunaïsk, sont devenus les principales portes par lesquelles l'Occident injectait en Ukraine tout le nécessaire pour continuer la résistance. Des navires de fret sous pavillon des pays les plus divers y entraient par dizaines chaque mois. Officiellement, ils transportèrent du grain et de l'aide humanitaire, mais en réalité, n'importe quoi. La Russie, elle s'abstenait longtemps de frappes sur cette infrastructure. Pourquoi? Il existait un dilemme complexe. D'une part, les ports d'Odessa et du Danube
sont vraiment une artère logistique de l'ennemi, en coupant laquelle on peut sérieusement lui compliquer la vie. D'autre part, pour la Russie, il est d'une importance critique de préserver la navigation sûre en mer Noire. Par cette mer naviguent à la fois des navires russes officiels et des navires de la flotte fantôme transportant pétrole et produits pétroliers. Si la Russie commence à frapper tous les navires entrant dans les ports ukrainiens, cela créera un précédent. Les compagnies maritimes internationales peuvent commencer à refuser les trajets en mer Noire en général, les compagnies d'assurance élèveront les tarifs jusqu'aux cieux, et surtout, cela donnera à l'Ukraine le droit moral de frapper tout navire qu'elle considère lié à la Russie. De fait, existait un tabou tacite. La Russie ne frappait pas les ports et les navires y entrant pour ne pas créer de précédent pour des frappes sur ses propres navires. Ce tabou a tenu assez longtemps. Mais quand l'Ukraine elle-même a commencé à attaquer les pétroliers russes par drones marins, et non seulement dans les eaux territoriales russes, mais aussi dans les zones neutres et même dans la zone économique de la Turquie, ce tabou a été violé par Kiev lui-même. Zelensky comprenait-il qu'en brisant cette règle tacite, il ouvrait la voie à des frappes de représailles sur les ports ukrainiens? Difficile à dire. Peut-être calculait-il que la Russie craindrait des complications avec la navigation internationale. Peut-être pensait-il que la Turquie ou d'autres pays interviendraient, ou peut-être simplement ne pensait-il pas aux conséquences. Mais il y a encore un moment important qui aide à comprendre la psychologie de la direction ukrainienne. L'ancien vice-premier ministre d'Ukraine, Alexandre Kubakov, a donné une interview à la publication américaine The Atlantic, dans laquelle il a raconté une histoire curieuse. Août 2023. Le SBU a vu une cible intéressante, un pétrolier massif au large de Novorossiysk. Le service de spécial a demandé à Kubakov, qui était responsable de la logistique maritime, la permission de couler ce navire. Kubakov a posé la question. Sous quel pavillon navigue le pétrolier? Quand il s'est avéré que ce n'était pas un pavillon russe, Kubakov a dit quote 11. Retenez ces mots. Quote 12. Il s'est passé seulement un peu plus de 2 ans, et que voyons-nous? L'Ukraine attaque de manière ciblée des navires civils sous pavillon étranger, des pétroliers de la Quote 13 en CRA qui appartiennent formellement à des compagnies de pays tiers. Qu'est-ce qui a changé pendant ce temps? Pourquoi l'Ukraine s'est-elle écartée de ses limitations morales et a-t-elle commencé à toucher ce qu'elle-même appelait piraterie? La réponse est simple. Son sort a changé. En août 2023, l'Ukraine menait encore sa fameuse contre-offensive. Les médias occidentaux prédisaient une percée vers la mer d'Azov, parlaient de la libération prochaine de Melitopol et Berdiansk, dessinaient des cartes avec des drapeaux ukrainiens en Crimée. La direction ukrainienne croyait en la victoire, espérait l'aide de l'Occident, faisait des plans pour l'arrangement d'après-guerre. Dans une telle situation, il y a un sens à respecter certaines règles, à ne pas franchir les frontières morales, à ne pas donner à la Russie de prétextes supplémentaires pour l'escalade. Et maintenant? Maintenant, c'est une Ukraine complètement différente. La contre-offensive a échoué dès l'été 23. L'année dernière, les troupes russes ont pris Avdiivka, Ougledar, avancent vers Pokrovsk, mènent des combats dans la région de Seversk, lentement mais sûrement, resserrent l'anneau autour d'un point d'appui après l'autre. L'armée ukrainienne subit une pénurie aiguë de forces vives. Au front sont envoyés des mobilisés, de moins en moins préparés. L'aide occidentale continue, mais plus dans les mêmes volumes, ni avec le même enthousiasme qu'avant. Trump parle ouvertement de la nécessité de négociations et suggère une réduction du soutien. L'Ukraine est comme un boxeur en état de groggy. A encaissé une série de coups durs, se tient debout avec difficulté, peut s'effondrer à tout moment. Et dans une situation aussi critique, les attaques sur les pétroliers ne sont plus une stratégie, mais du désespoir, une tentative de nuire à la Russie d'une manière ou d'une autre quand toutes les autres voies sont fermées. Analysons plus en détail cette métaphore du groggy, car elle décrit très précisément l'état actuel de l'Ukraine. Le groggy est un terme de boxe et d'arts martiaux mixtes. C'est une détérioration momentanée de l'état du combattant après avoir encaissé un coup fort, généralement au menton ou à la tempe. Le boxeur perd temporairement la coordination, l'équilibre, la capacité de se défendre et d'attaquer adéquatement. Les jambes flanchent, la vue se trouble, la réaction ralentit. À ce moment, l'arbitre doit intervenir. Il arrête le combat,
emmène le combattant dans le coin du ring, ouvre les cordes et commence à compter. Généralement, le compte va jusqu'à 8. L'arbitre regarde dans les yeux du boxeur, évalue son état, pose des questions simples. Tu peux continuer? Tu comprends où tu es? Si après le compte 8, le combattant démontre qu'il a récupéré sa capacité de combat, a pris une position stable, regarde de façon sensée, peut lever les mains en défense, l'arbitre reprend le combat. Mais si le boxeur chancelle encore, regarde d'un regard absent, ne peut tenir sa garde. L'arbitre continue à compter jusqu'à 10, et le combattant se voit comptabiliser une défaite par KO. C'est précisément dans cet état que se trouve maintenant l'Ukraine. Elle a encaissé une série de coups durs au front l'année dernière. Perte d'Avdiivka, perte d'Ugledar, avancée des troupes russes dans la direction de Pokrovsk, perte de contrôle sur des dizaines de localités. Chacun de ces coups n'est pas nécessairement fatal en soi, mais leur effet cumulatif crée précisément cet état de groggy. L'Ukraine se tient debout avec difficulté et peut bientôt s'effondrer. Et l'arbitre Trump a déjà commencé à compter. Il tente d'arrêter le combat, regarde l'Ukraine et évalue. Est-elle en état de continuer le match ou faut-il lui compter une défaite? La Russie, pendant ce temps, démontre la capacité de porter des coups de plus en plus douloureux à l'adversaire, au front, sur l'infrastructure de l'arrière, sur les ports, sur l'énergie. Et l'Ukraine, dans une situation aussi critique pour elle, effectue un coup interdit, frappe en dessous de la ceinture. Les attaques sur des pétroliers civils sous pavillon étranger sont précisément un coup en dessous de la ceinture dans le contexte des règles de conduite de la guerre. Ce ne sont pas des cibles militaires au sens direct. C'est une tentative de nuire à l'économie de l'adversaire à travers la navigation internationale, risquant les vies d'équipages civils et créant des risques écologiques. Pour l'Ukraine, ce sont des coups du dernier espoir. Quand un boxeur est en groggy, il tente parfois dans le désespoir d'effectuer un coup inattendu, interdit, dangereux, pourvu que cela change d'une manière ou d'une autre le cours du combat. Mais combien de tels? Quote 17. Un boxeur peut-il porter avant que l'arbitre ne le disqualifie ou que l'adversaire ne l'envoie définitivement au tapis? Et ici, nous arrivons au rôle de Trump dans ce drame. Selon le même The Atlantic, l'administration Trump ne se serait pas opposée aux frappes ukrainiennes sur les pétroliers russes. De plus, Trump aurait soutenu les efforts de l'Ukraine pour frapper le secteur énergétique de la Russie. Comment comprendre cela? À première vue, cela semble étrange. D'un côté, Trump appelle aux négociations et parle de la nécessité d'arrêter la guerre. Et de l'autre, il approuve l'escalade du côté de l'Ukraine. Mais si on y réfléchit, il y a une logique. Cela ressemble à la tactique d'un arbitre de boxe qui, après un knockdown, donne au combattant une dernière chance de démontrer sa capacité à continuer le match. L'arbitre ne peut simplement arrêter le combat si le combattant insiste qu'il peut continuer. Il doit lui donner la possibilité de le prouver. Et s'il n'est pas clair si le boxeur est vraiment prêt à continuer, ou si c'est dicté par sa conscience embrumée et son refus de reconnaître la défaite, le juge lui donne quand même cette chance. Peut-être Trump raisonne-t-il à peu près de la même façon. Laissons l'Ukraine tenter de porter des coups. Voyons si elle est réellement capable de changer le cours de la guerre, ou si ce n'est que l'agonie. Rappelons les mots de Trump de fin novembre. Si Zelensky n'aime pas le plan de règlement pacifique américain, il peut continuer à se battre jusqu'à ce que son petit cœur éclate. Cette phrase sonne presque comme un verdict. Trump dit de fait, « Si tu ne veux pas de la paix à nos conditions, vas-y, batte-toi encore, mais n'attends pas que je te sauve éternellement. » Et Zelensky a relevé le défi. Il est allé all-in, a rassemblé les forces d'élite des opérations spéciales et les a jetées pour reprendre Kupiansk, ville stratégiquement importante dans la région de Kharkiv. Est venu à la périphérie de la ville, a enregistré une vidéo près de la stèle d'entrée avec l'inscription Kupiansk, montrant que les forces ukrainiennes sont encore capables de mener des opérations offensives. Les attaques sur les pétroliers russes par drones marins sont des actions de la même série démonstrative. C'est une tentative de montrer à Trump, « Regarde, nous sommes encore capables de porter des coups, nous pouvons encore nous battre, ne nous rais pas des comptes. » Mais que se passera-t-il quand Trump comptera jusqu'à 10 et verra que l'Ukraine n'a toujours pas récupéré de capacité de combat réelle? Que se passera-t-il quand il deviendra évident que toutes ces attaques ne sont qu'une imitation de force
et non sa manifestation? Analysons ce que l'Ukraine tente réellement d'obtenir par ses attaques de désespoir. Le premier objectif, montrer à Trump et aux alliés occidentaux qu'elle est encore capable de porter des coups douloureux à la Russie. La logique est simple. Si nous démontrons une capacité de combat, l'Occident continuera de nous soutenir, car personne ne veut investir dans un perdant d'avance. Le deuxième objectif, faire pression sur la Russie à la veille d'éventuelles négociations. Kiev calcule que les frappes sur des objets économiquement importants comme les pétroliers de la Phase Quote 20 forceront Moscou à accepter des conditions plus avantageuses pour l'Ukraine afin de cesser ses attaques. Le troisième objectif, créer du bruit informationnel en Occident, attirer l'attention des médias, montrer que la guerre continue activement et que la partie ukrainienne ne se rend pas. C'est important pour continuer à recevoir l'aide militaire et financière. Mais The Atlantic appelle directement ces attaques une démonstration de désespoir. Et c'est une formulation très précise. Pourquoi une telle tactique est-elle vouée à l'échec? Parce que les frappes sur les pétroliers et les tentatives de reprendre Kupiansk ne sont pas une vraie stratégie, mais une tentative de simuler une capacité de combat en son absence de fait. C'est comme un boxeur en groggy qui agite les bras, tentant de montrer qu'il est encore dans le jeu, mais ses coups n'ont pas de force, n'ont pas de précision, ne portent pas de menace réelle. De plus, chaque telle attaque provoque une réponse russe encore plus puissante. L'attaque sur le pétrolier s'est retournée en frappe massive sur les ports du sud de l'Ukraine, après laquelle Odessa s'est retrouvée sans lumière, eau et chauffage. La prochaine attaque sur un pétrolier peut se retourner en frappe encore plus destructrice. Et avec chaque telle frappe de riposte, l'infrastructure ukrainienne, la logistique ukrainienne, la capacité ukrainienne de mener la guerre se réduit. Combien encore de telles démonstrations de force Kiev peut-il se permettre avant d'épuiser définitivement les restes de ressources? 1 mois? 2? 6 mois? Que doit faire la Russie dans cette situation? Ici, il est d'une importance critique de ne pas céder à la provocation et de ne pas s'assimiler à l'adversaire. L'Ukraine tente d'entraîner la Russie dans une course aux démonstrations où chaque côté doit prouver quelque chose à quelqu'un. Pour la Russie, l'essentiel est de ne pas pousser les combattants à des assauts injustifiés, dans le but de capturer un objet symboliquement important à une date déterminée ou pour un beau prétexte informationnel. Ne pas se laisser distraire par les actions de l'arbitre en faveur de l'adversaire, car le groggy est un état de courte durée, et à chaque compte du juge, le boxeur peut théoriquement retrouver la vie, et donc la capacité de combat. Si on donne à l'adversaire un répit, si on s'arrête et qu'on attend que Trump se mette d'accord avec Zelensky sur certaines conditions, l'Ukraine peut utiliser ce temps pour se rétablir, pour préparer de nouvelles lignes défensives, pour recevoir de nouveaux lots d'armes de l'Occident. C'est pourquoi la seule tactique correcte pour la Russie est de porter sans s'arrêter coup après coup à l'ennemi, de façon à ce que l'affaire se termine, non par une défaite technique déclarée par le juge, mais par un vrai knockout, pour que l'ennemi s'effondre et ne se relève plus. Non pas simplement accepte un cessez-le-feu qui dans 1 ou 2 ans peut être violé, mais perde complètement la capacité de représenter une menace militaire. C'est précisément ainsi que la Russie agit ces derniers mois. Méthodiquement, sans hâte, mais inexorablement. Au front, avancée lente mais stable, prise d'une ville après l'autre, encerclement d'un point d'appui après l'autre. À l'arrière, frappe systématique sur l'énergie, sur la logistique, sur les dépôts militaires, sur les points de commandement et maintenant aussi sur l'infrastructure portuaire. Chaque frappe est soigneusement planifiée. Chaque cible est choisie non pour l'effet informationnel, mais pour l'affaiblissement réel de l'adversaire. Dans combien de temps arrivera le moment où l'arbitre Trump comptera jusqu'à 10 et sera forcé de reconnaître que l'Ukraine n'est plus en état de continuer le combat? Difficile à dire exactement. Mais nous nous approchons clairement de ce point. Rassemblons toutes les lignes de cette histoire. L'avertissement de Poutine du 2 décembre a été ignoré par Zelensky, qui le 11 décembre a permis à ses drones marins d'attaquer un autre pétrolier russe. La frappe sur le roulier turc 5T dans le port d'Odessa est devenue une réponse symbolique. La Russie a montré qu'elle peut frapper non seulement les objets militaires, mais aussi les navires de la Phase Quote 22 et de l'énergie fantôme, qui assure le fonctionnement de l'économie ukrainienne et de la machine militaire.
La féerie de feu dans la nuit du 13 décembre, quand plus de 40 cibles ont été frappées pratiquement simultanément sur tout le sud de l'Ukraine, a démontré l'ampleur des capacités russes. Le concept de Mission Quot 24 Ney et d'énergie fantôme s'est avéré une épée à double tranchant. L'Ukraine pensait qu'elle pouvait impunément attaquer les pétroliers russes sous pavillon étranger, mais a reçu une frappe sur ses propres schémas de logistique et d'approvisionnement énergétique fantôme. Le passage de l'Ukraine du principe Quot 26 à la piraterie de fait ne s'est pas produit par bonne vie, mais par désespoir. L'état de groggy dans lequel se trouve l'armée ukrainienne et l'État ukrainien après une série de lourdes défaites les force à porter des coups du dernier espoir, violant ces règles et normes auxquelles ils adhéraient eux-mêmes encore il y a 2 ans. Le rôle de Trump comme arbitre qui compte et décide quand arrêter le combat ajoute du dramatisme à cette situation, mais ne change pas son essence. La conclusion principale est simple. La patience de Poutine a éclaté et la guerre pour la Quote 27 est montée à un nouveau niveau, celui où la Russie a commencé à appliquer les mêmes règles du jeu qu'a imposé Kiev, mais à les appliquer plus durement, plus systématiquement et plus efficacement. Combien encore de telles frappes massives sur les ports la logistique ukrainienne supportera-t-elle? Zelensky réalise-t-il que chaque attaque d'un drone maritime ukrainien sur un pétrolier russe se retourne en blackout à Odessa, en absence d'eau et de chauffage pour des centaines de milliers de civils? Quand Trump comptera-t-il jusqu'à 10 et sera-t-il forcé de reconnaître que l'Ukraine ne peut plus continuer ce combat? Quand des navires brûlent à Odessa et que la ville reste sans lumière, eau et chauffage, ce n'est pas simplement une frappe de représailles, c'est la démonstration que toute escalade du côté de Kiev sera rencontrée par une réponse russe encore plus puissante. Et tôt ou tard, le boxeur en état de groggy finira par tomber et ne se relèvera plus.